Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit où ce soir je vais vous lire la suite du Petit Chose d'Alphonse Daudet. Alors si vous n'avez pas suivi les émissions précédentes, sachez que vous pouvez retrouver les replays sur le site de D8 et vous pouvez aussi nous laisser des petits mots sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter #VBN. Alors Le Petit Chose, c'est le premier roman qu'a écrit Alphonse Daudet. Il l'a écrit en 1868, il avait alors 28 ans, donc quand le livre est sorti. C'est un roman certes, mais c'est un roman qui, sous bien des aspects, est autobiographique. Alors, en effet, Le Petit Chose, Daniel Esnest, est né à Nîmes, tout comme Alphonse Daudet. Et son père a fait faillite, tout comme le père d'Alphonse Daudet. Il faut aussi savoir que là, nous reprenons le livre au moment où donc Le Petit Chose est pion dans un collège. Et Alphonse Daudet a lui-même été pion dans ses jeunes années. Et d'ailleurs, la rudesse de sa vie de pion est fortement atténuée dans le roman. La vie d'Alphonse Daudet était beaucoup plus difficile à cette époque-là, du moins dans le parallélisme. Et il va lui aussi partir à Paris où il va attraper la vérole, connaître aussi plusieurs aventures amoureuses avec des femmes étranges. Il va vivre une vie de bohème. Et au final, il va être dévoré de sensibilité poétique. Et c'est vraiment, dans ce roman-là, on suit quelque peu cette vie-là. En revanche, Le Petit Chose, c'est surtout dans la première partie, la partie que nous lisons, donc un écho de l'enfance et de la jeunesse d'Alphonse Daudet. C'est lui-même qui le disait. Mais parfois, il s'éloigne de cette enfance, il s'éloigne de son personnage, comme s'il rejetait un peu cette enfance ou comme s'il voulait un peu la changer. Et c'est pour ça qu'on passe du je à la troisième personne, Le Petit Chose. En effet, c'est un roman autobiographique qui est écrit tantôt à la première personne, tantôt à la troisième personne du singulier. Et au final, par ce savant mélange, Alphonse Daudet va vraiment créer une sorte de héros ou de anti-héros avec une sensibilité un peu romantique, tragique, hors de la société, hors des cadres, rejeté, qui se laisse un peu porter par les coups du sort, mais qui finalement va plus ou moins réussir quand même sa vie. Il y a un vrai message d'espoir à la fin du roman, puisque Le Petit Chose, lui, ce qu'il veut s'assurer, c'est un peu la sécurité matérielle, essayer de reconstruire sa famille, et c'est un peu son but. Alors nous allons tout de suite reprendre le roman à un moment où donc Le Petit Chose, devenu pion, accompagne ses élèves, ses petits, à une promenade un dimanche, et il vient un peu de rejeter un des élèves de ses élèves à lui de son école, car il est tout mal fagoté, tout sale, il s'est traîné dans la boue, et donc ça fait désordre entre guillemets dans les rangs de son école, et il vient juste de lui dire de partir. À 4 ou 5 pas derrière nous, Bamban suivait la promenade gravement. « Doublez le pas, dit Joe premier. Les élèves comprirent qu'il s'agissait de faire une niche au bancal, et la division se mit à filer d'un train d'enfer. De temps en temps, on se retournait pour voir si Bamban pouvait suivre, et on riait de l'apercevoir là-bas, bien loin, gros comme le poing, trottant dans la poussière de la route au milieu des marchands de gâteaux et des limonades. Cet enragé-là arriva à la prairie presque en même temps que nous. Seulement, il était pâle de fatigue et tirait la jambe à faire pitié. J'en eus le cœur touché, et un peu honteux de ma cruauté, je l'appelai près de moi doucement. Il avait une petite blouse fanée à carreaux rouges, la blouse du Petit Chose au collège de Lyon. Je la reconnus tout de suite, cette blouse, et dans moi-même je me disais « Misérable, tu n'as pas honte. Mais c'est toi, Le Petit Chose, que tu t'amuses à martyriser ainsi. » Et plein de larmes intérieures, je me mis à aimer de tout mon cœur ce pauvre déshérité. Bamban s'était assis par terre à cause de ses jambes qui lui faisaient mal. Je m'assis près de lui, je lui parlais. Je lui achetai une orange. J'aurais voulu lui laver les pieds, et à partir de ce jour-là, Bamban devient mon ami. J'appris sur son compte des choses attendrissantes. C'était le fils d'un maréchal ferrant qui, entendant vanter partout les bienfaits de l'éducation, se saignait les 4 membres, le pauvre homme, pour envoyer son enfant demi-pensionnaire au collège. Mais hélas, Bamban n'était pas fait pour le collège, il n'en profitait guère. Le jour de son arrivée, on lui avait donné un modèle de bâton en lui disant « Fais des bâtons ». Et depuis 1 an, Bamban faisait des bâtons. Et quel bâton, grand Dieu! Tordus, sales, boiteux, clopinants, des bâtons de Bamban. Personne ne s'occupait de lui ici.
Il ne faisait spécialement partie d'aucune classe. En général, il entrait dans celle qu'il voyait ouverte. Un jour, on le trouva en train de faire ses bâtons dans la classe de philosophie. Un drôle d'élève, ce bonbon. Je le regardais quelquefois à l'étude, courbé en deux sur son cahier, suant, soufflant, tirant la langue, tenant sa plume à pleine main et appuyant de toutes ses forces comme s'il eût voulu traverser la table. À chaque bâton, il reprenait de l'encre et à la fin de chaque ligne, il rentrait sa langue et se reposait en se frottant les mains. Bonbon travaillait de meilleur cœur maintenant que nous étions amis. Quand il avait terminé une page, il s'empressait de gravir ma chair à quatre pattes et posait son chef-d'œuvre devant moi sans parler. Je lui donnais une petite tape affectueuse en lui disant « C'est très bien ». C'était hideux, mais je ne voulais pas le décourager. De fait, peu à peu, les bâtons commençaient à marcher plus droit, la plume crachait moins et il y avait moins d'encre sur les cahiers. Je crois que je serais venue à bout de lui apprendre quelque chose, malheureusement la destinée nous sépara. Les maîtres des moyens quittaient le collège. Comme la fin de l'année était proche, le principal ne voulut pas prendre un nouveau maître. On installa un rhétoricien à barbe dans la chaire des petits, et c'est moi qui fus chargée de l'étude des moyens. Je considérais cela comme une catastrophe. D'abord, les moyens m'épouvantaient. Je les avais vus à l'œuvre les jours de prairie, et la pensée que j'allais vivre sans cesse avec eux me serrait le cœur. Puis il fallait quitter mes petits, mes chers petits que j'aimais tant. Comment serait pour eux le rhétoricien à barbe? Qu'allait devenir Bonbon? J'étais tellement malheureux. Et mes petits aussi se désolaient de me voir partir. Le jour où je leur fis ma dernière étude, il y eut un moment d'émotion quand la cloche sonna. Ils voulurent tous m'embrasser. Quelques-uns même, je vous assure, trouvèrent des choses charmantes à me dire. Et Bonbon? Bonbon ne parla pas. Seulement, au moment où je sortais, il s'approcha de moi, tout rouge, et me mit dans la main, avec solennité, un superbe cahier de bâtons qu'il avait dessiné à mon attention. Pauvre Bonbon. Chapitre 5. Le pion. Je pris donc possession de l'étude des moyens. Je trouvai là une cinquantaine de méchants drôles. Montagnards joufflus de 12 à 14 ans, fils de métayers, enrichis, que leurs parents envoyaient au collège pour en faire de petits bourgeois à raison de 120 francs par trimestre. Grossiers, insolents, orgueilleux, parlant entre eux un rude patois cévenol auquel je n'entendais rien. Ils avaient presque tous cette laideur spéciale à l'enfance qui mue. De gosses, de grosses mains rouges avec des engelures, des voix de jeunes coqs enrhumés, le regard abruti et par là-dessus l'odeur du collège. Ils me haïrent tout de suite, sans me connaître. J'étais pour eux l'ennemi, le pion. Et du jour où je m'assis dans ma chaire, ce fut la guerre entre nous. Une guerre acharnée, sans trêve, de tous les instants. Ah, les cruels enfants, comme ils me firent souffrir. Je voudrais en parler sans rancune, ces tristesses sont si loin de nous. Eh bien non, je ne suis pas. Et tenez, à l'heure même où j'écris ces lignes, je sens ma main qui tremble de fièvre et d'émotion. Il me semble que j'y suis encore. Eux n'y pensent plus à moi, j'imagine. Ils ne se souviennent plus du petit chose, ni de ce beau lorgnon qu'il avait acheté pour se donner l'air plus grave. Mes anciens élèves sont des hommes maintenant, des hommes sérieux. Soubérol doit être notaire quelque part là-haut dans les Cévennes, Veillon, cadet, greffier au tribunal, Loupi, pharmacien et Bouzanquet, vétérinaire. Ils ont des positions, du ventre, tout ce qu'il faut. Quelquefois, pourtant, quand ils se rencontrent au cercle ou sur la place de l'église, ils se rappellent le bon temps du collège ou alors peut-être il leur arrive de parler de moi. Dis donc, greffier, te souviens-tu du petit Essette, notre pion de Sarlande avec ses longs cheveux et sa figure de papier mâché? Quelle bonne farce nous lui avons faite! C'est vrai, messieurs, vous lui avez fait de bonnes farces et votre ancien pion ne les a pas encore oubliées. Ah, le malheureux pion! Vous a-t-il fait assez rire? L'avez-vous fait assez pleurer? Oui, pleurer. Vous l'avez fait pleurer. Et c'est ce qui rendait vos farces bien meilleures.
Que de fois, à la fin d'une journée de martyre, le pauvre diable, blotti dans sa couchette, a mordu sa couverture pour que vous n'entendiez pas ses sanglots. C'est si terrible de vivre entouré de malveillance, d'avoir toujours peur, d'être toujours sur le qui-vive, toujours méchant, toujours armé. C'est si terrible de punir. On fait des injustices malgré soi. Si terrible de douter, de voir partout des pièges, de ne pas manger tranquille, de ne pas dormir en repos, de se dire toujours, même aux minutes de trêve, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me faire maintenant ?» Non. Vivrait-il 100 ans, le pion Daniel Essette n'oublierait jamais tout ce qu'il souffrit au collège de Sarlande depuis le triste jour où il entra dans l'étude des moyens. Et pourtant, je ne veux pas mentir, j'avais gagné quelque chose à changer d'étude. Maintenant, je voyais les yeux noirs. 2 fois par jour, aux heures de récréation, je les apercevais de loin, travaillant derrière une fenêtre du premier étage qui donnait sur la cour des moyens. Ils étaient là, plus noirs, plus grands que jamais, penchés du matin jusqu'au soir sur une couture interminable, car les yeux noirs cousaient et ils ne se lassaient pas de coudre. C'était pour coudre, rien que pour coudre, que la vieille fée aux lunettes les avait pris aux enfants trouvés. Car les yeux noirs ne connaissaient ni leur père ni leur mère. Et d'un bout à l'autre de l'année, ils cousaient sans relâche, sous le regard implacable de l'horrible fée aux lunettes, filant sa quenouille à côté d'eux. Moi, je le regardais. Les récréations me semblaient trop courtes. J'aurais passé ma vie sous cette fenêtre bénie derrière laquelle travaillaient les yeux noirs. Eux aussi savaient que j'étais là. De temps en temps, ils se levaient de dessus leur couture et le regardaient, et le regard aidant, nous parlions, sans nous parler. Vous êtes bien malheureux, monsieur Essette, et vous aussi, pauvres yeux noirs. Nous n'avons ni père ni mère. Moi, mon père et ma mère sont loin. La fée aux lunettes est terrible, si vous saviez. Les enfants me font bien souffrir, allez. Courage, monsieur Essette. Courage, beaux yeux noirs. Il ne s'en disait jamais plus long. Je craignais toujours de voir apparaître monsieur Viot avec ses clés. Fang, fang, fang. Et là-haut, derrière la fenêtre, les yeux noirs avaient leur Viot aussi, leur monsieur Viot. Après un dialogue d'1 minute, ils se baissaient bien vite et reprenaient leur couture sous le regard féroce des grandes lunettes à monture d'acier. Chers yeux noirs, nous ne nous parlions jamais qu'à de longues distances et par des regards furtifs. Et cependant, je les aimais de toute mon âme. Il y avait encore l'abbé German que j'aimais bien. Cet abbé German était le professeur de philosophie. Il passait pour un original, et dans le collège, tout le monde le craignait, même le principal, même monsieur Viot. Il parlait peu, d'une voix brève et cassante, nous tutoyait tous, marchait à grands pas, la tête en arrière, la soutane relevée, faisant sonner comme un dragon les talons de ses souliers à boucles. Il était grand et fort. Longtemps je l'avais cru très beau. Mais un jour, en le regardant de plus près, je m'aperçus que cette noble face de lion avait été horriblement défigurée par la petite vérole. Pas un coin de visage qui ne fût haché, sabré, couturé, un Mirabeau en soutane. L'abbé vivait sombre et seul, dans une petite chambre qu'il occupait à l'extrémité de la maison. Ce qu'on appelait le vieux collège. Personne n'entrait jamais chez lui. Excepté ses 2 frères, 2 méchants vauriens qui étaient dans mon étude et dont il payait l'éducation. Le soir, quand on traversait les cours pour monter au dortoir, on apercevait là-haut, dans les bâtiments noirs et ruinés du vieux collège, une petite lueur pâle qui veillait. C'était la lampe de l'abbé German. Bien des fois aussi, le matin, en descendant pour l'étude de 6 heures, je voyais à travers la brume la lampe brûler encore. L'abbé German ne s'était pas couché. On disait qu'il travaillait un grand ouvrage de philosophie. Pour ma part, même avant de le connaître, je me sentais une grande sympathie
pour cet étrange abbé. Son horrible et beau visage, tout resplendissant d'intelligence, m'attirait. Seulement, on m'avait tant effrayée par le récit de ses bizarreries et de ses brutalités que je n'osais pas aller vers lui. J'y allais cependant pour mon bonheur. Voici dans quelles circonstances. Il faut vous dire qu'en ces temps-là, j'étais plongée jusqu'au cou dans l'histoire de la philosophie. Un rude travail pour les petites choses. Or, certains jours, l'envie me vint de lire Condillac. Entre nous, le bonhomme ne vaut même pas la peine qu'on le lise. C'est un philosophe pour rire, et tout son bagage philosophique tiendrait dans le chaton d'une bague à 25 sous. Mais, vous savez, quand on est jeune, on a sur les choses et sur les hommes des idées toutes travers. Je voulais donc lire Condillac. Il me fallait un Condillac coûte que coûte. Malheureusement, la bibliothèque du collège en était absolument dépourvue, et les libraires de Sarlande ne tenaient pas cet article-là. Je résolus de m'adresser à l'abbé Germane. Ses frères m'avaient dit que sa chambre contenait plus de 2000 volumes, et je ne doutais pas de trouver chez lui le livre de mes rêves. Mais ce diable d'homme m'épouvantait, et pour me décider à monter à son réduit, ce n'était pas trop de tout mon amour pour M. Condillac. En arrivant devant la porte, mes jambes tremblaient de peur. Je frappai 2 fois, très doucement. « Entrez !» répondit une voix de titan. Le terrible abbé Germane était assis à califourchon sur une chaise basse. Les jambes étendues, la soutane retroussée, laissant voir de gros muscles qui saillaient vigoureusement dans des bas de soie noire. Accoudé sur le dossier de sa chaise, il lisait un in-folio à tranches rouges et fumait à grand bruit une petite pipe courte et brune de celle qu'on appelle brûle-gueule. « C'est toi, me dit-il, en levant à peine les yeux de dessus son in-folio. « Bonjour, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Le tranchant de sa voix, l'aspect sévère de cette chambre tapissée de livres, la façon cavalière dont il était assis, cette petite pipe qu'il tenait aux dents, tout cela m'intimidait beaucoup. Je parvins cependant à expliquer tant bien que mal l'objet de ma visite et à demander le fameux Condillac. « Condillac? Tu veux dire Condillac ?» me répondit l'abbé Germane en souriant. « Quelle drôle d'idée! Est-ce que tu n'aimerais pas mieux fumer une pipe avec moi? Décroche-moi ce joli calumet qui est pendu là-bas contre la muraille et allume-le. Tu verras, c'est bien meilleur que tous les Condillacs de la terre. » Je m'excusai du geste en rougissant. « Tu ne veux pas? Ouais, ton aise, mon garçon, hein. Ton Condillac est là-haut, sur le 3e rayon à gauche. Tu peux l'emporter, je te le prête. Surtout ne le gâte pas ou je te coupe les oreilles. » J'atteignis le Condillac sur le 3e rayon à gauche et je me disposais à me retirer, mais l'abbé me retint. « Tu t'occupes donc de philosophie, me dit-il en me regardant dans les yeux. Est-ce que tu y croirais par hasard? Des histoires, mon cher, de pures histoires. Et dire qu'ils ont voulu faire de moi un professeur de philosophie. Je vous demande un peu. Enseigner quoi? Zéro. Néant. Ils auraient pu tout aussi bien, pendant qu'ils y étaient, me nommer inspecteur général des étoiles ou contrôleur des fumées à pipe. Ah, misère de moi. Il faut faire parfois de singuliers métiers pour gagner sa vie. Tu en connais quelque chose, toi aussi, n'est-ce pas? Oh, tu n'as pas besoin de rougir. Je sais que tu n'es pas heureux, mon pauvre petit pion, et que les enfants te font une rude existence. » Ici, l'abbé Germane s'interrompit un moment. Il paraissait très en colère et secouait sa pipe sur son ongle avec fureur. Moi, d'entendre ce digne homme s'apitoyer ainsi sur mon sort, je me sentais tout émue et j'avais mis le Condillac devant mes yeux pour dissimuler les grosses larmes dont ils étaient remplis. Presque aussitôt, l'abbé reprit. « À propos, j'oubliais de te demander, aimes-tu le bon Dieu? Il faut l'aimer, vois-tu, mon cher, et avoir confiance en lui, et le prier ferme, sans quoi tu ne t'en tireras jamais. Aux grandes souffrances de la vie, je ne connais que 3 remèdes, le travail, la prière et la pipe. La pipe de terre, très courte, souviens-toi de cela. Quant aux philosophes,
N'y compte pas, hein. Ils ne te consoleront jamais de rien. J'ai passé par là, tu peux m'en croire. Je vous crois, monsieur l'abbé. Bon, allez, maintenant, va-t'en, tu me fatigues. Quand tu voudras des livres, tu n'auras qu'à venir en prendre. La clé de ma chambre est toujours sur la porte. Et les philosophes, toujours sur le 3e rayon à gauche. Ne me parle plus. Adieu. Là-dessus, il se remit à sa lecture et me laissa sortir sans même me regarder. À partir de ce jour, j'eus tous les philosophes de l'univers à ma disposition. J'entrais chez l'abbé Germane sans frapper, comme chez moi. Le plus souvent, aux heures où je venais, l'abbé finissait sa classe et la chambre était vide. La petite pipe dormait sur le bord de la table au milieu des in-folios à tranches rouges et d'innombrables papiers couverts de pattes de mouche. Quelquefois aussi, l'abbé Germane était là. Je le trouvais, lisant, écrivant, marchant de long en large, à grandes enjambées. En entrant, je disais d'une voix timide « Bonjour, monsieur l'abbé ». La plupart du temps, il ne me répondait pas. Je prenais mon philosophe sur le 3e rayon à gauche et je m'en allais, sans qu'on eût seulement l'air de soupçonner ma présence. Jusqu'à la fin de l'année, nous n'échangeâmes pas 20 paroles. Mais qu'importe. Quelque chose en moi m'avertissait que nous étions de grands amis. Cependant, les vacances approchaient. On entendait tout le jour les élèves de la musique répétant dans la classe de dessin des polkas et des airs de marche pour la distribution des prix. Ces polkas réjouissaient tout le monde. Le soir, à la dernière étude, on voyait sortir des pupitres une foule de petits calendriers et chaque enfant raillait sur le sien le jour qui venait de finir. Encore un de moins. Les cours étaient pleines de planches pour l'estrade. On battait des fusils, on secouait les tapis. Plus de travail, plus de discipline, seulement toujours jusqu'au bout la haine du pion et les farces, les terribles farces. Et enfin, le grand jour arriva. Il était temps. Je n'y pouvais plus tenir. On distribua les prix dans ma cour, la cour des moyens. Je la vois encore avec ses tentes bariolées, ses murs couverts de draperies blanches, ces grands arbres verts pleins de drapeaux, et là-dessous, tout un fouillis de toques, de képis, de chacos, de casques, de bonnets à fleurs, de claques brodées, de plumes, de rubans, de pompons, de panaches. Au fond, une longue estrade où étaient installées les autorités du collège dans des fauteuils en velours grenat. Oh, cette estrade, comme on se sentait petit devant elle. Quel grand air de dédain et de supériorité elle donnait à ceux qui étaient dessus. Aucun de ces messieurs n'avait plus sa physionomie habituelle. L'abbé Germane était sur l'estrade, lui aussi, mais il ne paraissait pas s'en douter. Allongé dans son fauteuil, la tête renversée, il écoutait ses voisins d'une oreille distraite et semblait suivre de l'œil à travers le feuillage la fumée d'une pipe imaginaire. Au pied de l'estrade, la musique, trombone et ophiloclide, reluisant au soleil, les 3 divisions entassées sur des bancs avec les maîtres en serre-fil, puis derrière, la cohue des parents, le professeur de seconde offrant le bras aux dames en criant « Place, place !» Et enfin, perdu au milieu de la foule, les clés de Monsieur Viau qui courait d'un bout de la cour à l'autre et qu'on entendait « Frank, Frank, Frank !» à droite, à gauche, ici, partout en même temps. La cérémonie commença, il faisait chaud, pas d'air sous la tente. Il y avait de grosses dames cramoisies qui somnolaient à l'ombre de leur marabout, et des messieurs chauves qui s'épongeaient la tête avec des foulards ponceaux. Tout était rouge, les visages, les tapis, les drapeaux, les fauteuils. Nous eûmes 3 discours, qu'on applaudit beaucoup. Mais moi, je ne les entendis pas. Là-haut, derrière la fenêtre du premier étage, les yeux noirs cousaient à leur place habituelle, et mon âme allait vers eux. Pauvres yeux noirs. Même ce jour-là, la fée aux lunettes ne les laissait pas chômer. Et c'est ainsi donc que je termine cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Petit Chose d'Alphonse Daudet et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.